Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui, au premier abord, semble inspirante et pleine de motivation. Mais ce récit va prendre une tournure inattendue, plongeant dans les méandres d'un crime que personne n'aurait pu anticiper. Basavana Bagewadi, un petit bourg du Karnataka, en Inde, où la vie est généralement simple et circonscrite. C'est pourtant de cet endroit qu'est sortie une jeune femme dont les rêves dépassaient de loin sa condition. L'enfance de Sridevi Rudagi ne fut pas facile. Alors qu'elle n'était qu'en 10e année scolaire, son père perdit une jambe à cause d'une gangrène et la responsabilité du foyer incomba à sa mère, qui travaillait dur toute la journée pour subvenir aux besoins de la famille. Dans un tel environnement, les rêves se réduisent souvent. Mais Sridevi commença à réécrire son histoire à partir de là. Son parcours en karaté, débuté en 6e année, devint progressivement une passion dévorante, et cette même passion la mena au niveau national. En 2012, lors du championnat national de karaté à Vijayawada, elle attira tous les regards en remportant la médaille d'or. Mais sa véritable reconnaissance vint en 2020, lorsqu'elle gagna la médaille d'or au championnat international de karaté à Howrah, représentant fièrement l'Inde. La jeune femme d'un petit village faisait désormais briller le nom de son pays. Cependant, son dévouement ne se limita pas au karaté. Elle s'illustra également dans la danse, la musique, le yoga et plusieurs autres disciplines artistiques. Mais un autre élément fut tout aussi crucial dans son parcours, le soutien des gens. Son grand-père, Shivaram Patil, fut toujours une source d'inspiration et un solide système de soutien. Et lorsque ses réalisations devinrent évidentes, le député local, Shivand S. Patil lui apporta également son aide afin que le manque d'argent ne freine pas ses aspirations. Après avoir remporté de nombreux prix et médailles, le rêve de Sridevi était désormais de décrocher des médailles au niveau asiatique et olympique pour offrir une nouvelle reconnaissance à l'Inde. Mais la vie n'est pas qu'une succession d'efforts et de rêves. Parfois, le temps, le destin et l'intention humaine s'entremêlent pour écrire une histoire dont l'issue est impensable. Car tandis qu'une jeune femme rêvait de médailles olympiques pour son pays, cette même femme fut arrêtée par la Central Crime Branch seulement 3 ans plus tard. Que s'est-il passé pour que la vie pleine de rêves de Sridevi Rudagi, 25 ans, championne internationale de karaté et personnalité aux multiples talents, prenne un tournant aussi sombre? Mon nom est Shashwat, et voici l'incroyable histoire de la double vie de Sridevi. En 2023, Sridevi, alors âgée de 25 ans, ouvrit une école maternelle pour jeunes enfants dans le quartier de Mahalakshmi Layout à Bengaluru. L'école fonctionnait bien et les inscriptions affluaient. Parmi les parents d'élèves se trouvait Rakesh Vaishnav, 34 ans, qui vivait à proximité avec sa femme et ses 3 filles. Il inscrivit sa plus jeune fille, âgée de 5 ans, dans cette école. Étant donné que Sridevi était à la fois la propriétaire et l'enseignante, elle interagissait directement avec tous les parents d'élèves. C'est au cours de ces échanges entre parents et enseignants que Sridevi commença à discuter avec Rakesh Vaishnav. Au début, leur conversation portait sur la fille de Rakesh. Mais quelques mois plus tard, ces réunions et interactions parents-enseignants prirent une toute autre tournure. L'année 2024 apporta un nouveau départ. Mais c'est aussi là que commença un jeu où les calculs prenaient le pas sur les émotions. Sridevi profita de la pauvreté croissante qu'elle affichait pour emprunter 500 000 roupies à Rakesh sous prétexte de frais d'entretien pour l'école, promettant de rembourser rapidement. Rakesh, confiant, l'aida, car à l'époque, cette somme ne représentait pas un montant considérable pour lui. Il ignorait cependant qu'il s'engageait en réalité dans un tunnel de tromperie sans issue. Quelques mois plus tard, lorsque Rakesh réclama son argent, Sridevi demanda un délai supplémentaire, invoquant la mauvaise santé de son père. Elle obtint ce sursis. Mais lorsque, quelques mois plus tard, Rakesh demanda à nouveau à Sridevi de lui rendre l'argent, elle joua une nouvelle carte en lui proposant un partenariat dans l'école. Jusqu'ici, tout semblait être une négociation normale. Mais le véritable jeu commença lorsque Rakesh insista à nouveau. Cette fois, Sridevi n'offrit pas d'argent, mais quelque chose que Rakesh lui-même n'avait pas anticipé. Elle lui proposa d'avoir des relations sexuelles. Sridevi avait franchi une nouvelle limite dans son désespoir financier, et elle était prête à s'engager physiquement avec Rakesh, car elle savait que c'était un point faible auquel Rakesh ne pourrait pas résister. Elle l'invita chez elle, et ce qui s'y passa brouilla non seulement les frontières entre eux, mais aussi la capacité de Rakesh à penser clairement. Sridevi avait utilisé son corps comme une arme contre Rakesh, et celui-ci, le prenant pour de l'amour, était sur le point de tomber dans un piège. Car après cela, Sridevi, au lieu de rembourser l'argent dû, exigea de Rakesh 500 000 roupies supplémentaires.
Maintenant que Rakesh était investi non seulement émotionnellement mais aussi physiquement, il ne put refuser de satisfaire cette première petite demande. L'obsession de Rakesh pour Sridevi grandissait, et il voulait désormais rester connecté à elle à chaque instant. Il acheta donc 2 nouveaux téléphones et de nouvelles cartes SIM pour eux, et ils commencèrent à communiquer via WhatsApp et des appels vidéo. Sridevi s'efforçait de faire en sorte que leurs discussions portent soit sur l'argent et les affaires, soit sur les désirs et fantasmes sexuels. Les discussions financières lui permettaient de sonder la situation économique de Rakesh et ses investissements, afin de comprendre jusqu'où elle pouvait pousser ses exigences. Quant aux discussions sexuelles, elles servaient à l'aveugler par l'attrait, le gardant ainsi sous son emprise. Au début, tout semblait normal. Mais progressivement, il s'enfonça de plus en plus profondément dans ce piège. Ce que Sridevi avait commencé ne se limitait pas à quelques dettes. Elle avait compris que Rakesh était un homme d'affaires important et qu'il avait de grandes capacités financières. Elle exigea donc directement 1 500 000 roupies. C'est à partir de ce moment que Rakesh réalisa qu'il était systématiquement piégé. L'eau lui montait à la tête et il voulait s'extraire de cette situation. Il cassa donc sa carte SIM et décida de ne plus jamais la contacter. Il pensait ainsi que la relation entre lui et Sridevi prendrait fin. Mais de tels pièges ne se brisent pas si facilement. Car lorsqu'une personne est progressivement entraînée, elle ne le réalise souvent que lorsque toutes les voies de sortie sont soit presque épuisées, soit devenues invisibles. Rakesh pensait que la vie retrouverait progressivement son cours normal. Mais à ce moment-là, d'autres pans de sa vie commençaient aussi à s'effondrer. Après des pertes commerciales continues, il prit la difficile décision de déménager au Gujarat avec sa famille. Pour cela, il avait besoin du certificat de transfert de sa fille de l'école. Une tâche simple, qu'il considérait comme une simple formalité. Le 12 mars, Sridevi Roudagi appela soudainement sa femme pour lui dire de venir chercher le certificat à l'école. Appeler la femme de Rakesh faisait en réalité partie du plan de Sridevi, car elle savait que Rakesh viendrait lui-même, craignant que sa femme n'apprenne quelque chose de Sridevi. Rakesh, pensant que tout le passé était révolu, se rendit sur place sans méfiance. Mais dès qu'il arriva près de l'école, quelque chose d'autre l'attendait. 2 hommes, nommés Ganesh Kaleh et Sagar More, s'emparèrent de Rakesh de force et l'emmenèrent à l'intérieur de l'école. L'école était fermée ce jour-là. Il n'y avait personne d'autre. Rakesh n'eut même pas le temps de comprendre ce qui se passait. Alors, Ganesh Kaleh, désignant Sagar More, dit à Rakesh que Sridevi et Sagar étaient fiancés. En entendant cela, Rakesh fut un instant stupéfait et expliqua qu'il n'était absolument pas au courant. Il ne faisait que rencontrer Sridevi de temps en temps, et ils étaient sortis dîner occasionnellement, et qu'il n'y avait rien d'autre entre eux. Les explications et les mensonges de Rakesh révélèrent sa peur intérieure, et profitant de cette peur, les 2 hommes le menacèrent. « Tu t'amusais bien avec Sridevi, n'est-ce pas? Maintenant, tout cela va être révélé à ta femme et à ton beau-père. » Pour Rakesh, ce n'était pas seulement une menace. C'était la peur de voir toute sa famille éclater. La panique se lisait sur son visage, mais il n'avait aucune issue. Après cela, ils le forcèrent à monter dans un SUV et lui dirent qu'ils l'emmenaient au poste de police. En entendant cela, Rakesh eut le souffle coupé. À ce moment-là, une seule émotion l'habitait, la peur. Il ne comprenait ni ce qui allait lui arriver, ni comment cela allait s'arrêter. Mais au lieu d'aller au poste de police, ils le conduisirent en voiture près de sa propre maison, et c'est là que la véritable raison apparut. Ils le menacèrent. « Donne-nous 10 millions roupies, sinon nous dirons toute la vérité à ta femme. » Pour Rakesh, ce n'était plus seulement une question d'argent, mais son honneur et sa famille étaient en jeu. Et c'est alors que le personnage le plus crucial de cette histoire fit à nouveau son entrée, Sridevi Roudagi. Au même moment, son téléphone sonna. C'était elle. Sa voix dégageait une étrange assurance, comme si tout était désormais sous son contrôle. Elle mentionna directement ses connexions, notamment un ancien ACP de la sous-division de Malleshwaram, et lui fit comprendre que s'il ne coopérait pas, la situation pourrait devenir encore pire pour lui. Rakesh était complètement brisé. Il suppliait, évoquant ses pertes commerciales, joignant les mains à plusieurs reprises pour demander une seule chance. Ainsi, ceux qui avaient initialement exigé 10 millions roupies réduisirent progressivement leur demande et finalement, l'accord fut conclu à 2 millions roupies. Mais même là, il n'y eut aucune pitié. Ils prirent immédiatement 190 000 roupies comme premier versement et ce n'est qu'alors que Rakesh fut relâché. Il s'en sortit, mais la peur, l'humiliation et la pression qu'il avait ressentie n'avaient pas disparu. Au contraire, ce n'était qu'un début. Le 17 mars 2025, soit seulement 5 jours plus tard, Sridevi Roudagi rappela.
Cette fois, son ton était différent. Elle déclara sans détour « Trouve 1 500 000 roupies. Sinon, les appels vidéo et les discussions privées que nous avons eues seront montrés à ta femme. » Chaque mot était une menace claire, une peur qui frappait directement le foyer de Rakesh, ses relations, son honneur. Le plus surprenant fut que Sridevi ne se contenta pas d'exiger de l'argent. Elle fournit également une ventilation détaillée. 500 000 roupies pour l'ancien ACP, 100 000 roupies pour Sagar, 100 000 roupies pour Ganesh et les 800 000 roupies restantes pour elle-même. Il s'agissait en fait d'un plan d'extorsion bien structuré. Au téléphone, Sridevi lui rappelait sans cesse « Paix, sinon tes vidéos sortiront et tu seras ruiné ». Pour Rakesh, chaque sonnerie était devenue un cauchemar, chaque appel une nouvelle menace et chaque jour une nouvelle anxiété. Finalement, lorsque toutes les limites furent franchies, il contacta la Central Crime Branch de Bengaluru et leur raconta toute l'histoire. La police agit immédiatement et l'enquête révéla rapidement un fait majeur. L'ancien ACP, dont le nom était utilisé pour effrayer Rakesh, n'avait aucun lien avec cette affaire. C'était simplement une ruse des criminels, un moyen de créer une pression psychologique. Sans tarder, la police arrêta Sridevi Rudagi, Sagar Moray et Ganesh Kale, et les trois furent placés en détention provisoire pendant 14 jours. Cependant, dans de tels cas, une chose est récurrente, et la question a déjà été soulevée dans plusieurs affaires d'extorsion et de pièges à miel très médiatisés. Certaines dispositions légales deviennent parfois un avantage tactique pour l'accusé. Pour Ganesh Kale et Sagar Moray, obtenir une libération sous caution ne sera pas facile, car les délits tels que l'enlèvement contre rançon et l'extorsion sont considérés comme très graves. Ce sont des délits non cautionnables et passibles d'enquête. Et selon le BANS, si les délits relèvent de la catégorie de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, les tribunaux adoptent généralement une approche très stricte en matière de libération sous caution. Mais c'est là que de nombreux experts juridiques attirent l'attention sur un autre aspect, déjà observé dans des cas similaires. La section 480 du BANS, qui concerne la libération sous caution pour les délits non cautionnables, contient une disposition communément appelée « exception de genre ». En vertu de cette disposition, le tribunal dispose d'une marge d'appréciation pour accorder une libération sous caution, même dans les cas de délits graves, si l'accusé est une femme, un enfant ou se trouve dans un état de maladie ou d'infirmité. Cette disposition crée donc une situation assez frustrante, où les femmes impliquées dans de telles affaires, malgré de graves allégations, sont libérées sous caution en bénéficiant indirectement de cet avantage légal. La bataille en salle d'audience ne se limite pas aux preuves, elle est aussi une question de narration. Et dans ces affaires d'extorsion ou de piège à miel très médiatisées, la défense, plutôt que de se défendre, commence souvent par attaquer la crédibilité du plaignant. La défense présente la relation comme consensuelle et l'argent donné lors de l'extorsion comme des cadeaux, de l'aide ou des investissements volontaires. Le récit est alors inversé. Il est même dit au tribunal que la relation était secrète et qu'elle était donc acceptable jusqu'à ce que la femme du plaignant la découvre et que, pour se couvrir, le plaignant ait commencé à qualifier cette relation d'extorsion. C'est pourquoi dans de tels cas, les agences d'enquête mettent tant l'accent sur les preuves concrètes. Discussions numériques, enregistrement d'appels, traces de transactions et menaces, car au tribunal, il ne s'agit pas seulement d'allégations, mais il faut prouver l'intention et la coercition. Et la vérité est que c'est précisément là que ces affaires deviennent les plus complexes, car chaque partie raconte une histoire différente. Dans les cas de piège à miel et d'extorsion sexuelle, la véritable arme n'est pas les photos ou vidéos privées, mais la peur de la victime. La peur de la société, la peur de la destruction de la famille, la peur de la perte d'honneur. Sridevi Rudagi savait que Rakesh était un homme d'affaires marié. Ce n'était pas seulement ses fonds qui étaient ciblés, mais sa réputation qui était prise en otage. Lorsque cette histoire a commencé, Sridevi était une jeune femme qui semblait prouver que tout peut être atteint par le travail acharné. Une championne internationale de karaté, une enseignante. Mais l'ambition sans boussole morale est dangereuse. Sridevi a mis son intelligence et sa discipline au service d'un complot qui a détruit toute sa vie. Quant à Rakesh, il pensait qu'en donnant un peu d'argent, en apportant un peu d'aide, il commençait une nouvelle relation, un nouveau frisson. Mais la vérité est qu'une personne piégée dans un honey trap reste une proie tant qu'elle ne prend pas une mesure plus grande que sa peur. Les extorqueurs ne vous demandent pas seulement de l'argent. Ils prennent en otage votre honneur, votre famille et votre tranquillité d'esprit. La plus grande leçon de cette affaire est la suivante. Lorsque les limites professionnelles et personnelles commencent à s'estomper, arrêtez-vous. Car une fois que vous avez cédé à la peur,
l'autre personne négociera toute votre vie.